Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à cette conférence qui est un cycle de conférences qui est organisé par l'Observatoire de la Côte d'Azur avec la collaboration, le soutien et l'accueil de la délégation à la culture scientifique de la ville de Nice qui nous permet de vous accueillir ici dans cet endroit qui est assez sympathique et très bien équipé pour ce genre d'événement. Donc ce soir, après avoir fait 2-3 conférences sur l'astronomie, on va s'intéresser un peu aux sciences de la Terre et on accueille donc Jean-Paul Ampuero, qui est directeur de recherche IRD, Institut de recherche et de développement, qui travaille au laboratoire GéoAzur qui se situe à Sophia Antipolis et qui fait partie des laboratoires dans l'Observatoire et tutelle avec l'Université Côte d'Azur et le CNRS. Et donc il va nous parler des séismes et donc je lui laisse la parole. Surtout n'hésitez pas à poser pas mal de questions et à profiter un petit peu de ce cadre intimiste, on va dire, pour pouvoir discuter avec Jean-Paul après sa présentation et lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation et merci à vous tous d'être venus ce soir. On va parler de tremblement de terre aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens de pas loin, de Sophia Antipolis, mon laboratoire GéoAzur, mais dans la vie, je viens de très loin. Je suis né au Pérou, en Amérique latine, en Amérique du Sud, et c'est un pays où il y a de très grands tremblements de terre. Nous avons des magnitudes 8 tous les 10-15 ans. Et donc ma première question pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti un séisme ? Donc vous avez un peu d'expérience aussi. J'espère que ce n'était pas de très gros séismes. Est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous feriez si vous ressentez un séisme là, maintenant ? Voilà, c'est vrai. On essaye de se protéger, c'est pas la peine de courir dehors, c'est pas un type de bâtiment qui va nous tomber dessus. Il faut se protéger des choses qui peuvent nous tomber dessus. Je ne sais pas si on voit des appareils un peu lourds attachés. Et si vous aviez reçu une alerte qu'un séisme va se produire, et vous aviez reçu cette alerte 1 heure avant, est-ce que vous savez ce que vous en ferez ? Sentir, attendre, oui, c'est vrai, attendre dehors, en dehors du danger. Oui, s'éloigner des fenêtres, par exemple, des choses qui peuvent nous tomber dessus. Et si vous aviez reçu cette alerte que 10 secondes avant, est-ce que vous savez, vous pouvez imaginer ce que vous pourriez faire ? Oui, ça nous aide aussi à nous préparer psychologiquement pour ce qui vient arriver dans 10 secondes. C'est important aussi. Et physiquement, préparer peut-être les enfants, aller se protéger sous une table, etc. Et une autre réponse, si on m'avait posé ces deux questions-là, c'est pour la question alerte 1 heure avant, ma réponse serait « j'y aurais pas cru ». Parce que ça, on ne sait pas faire encore. On ne sait pas prédire les séismes avec tellement d'avance. On ne sait pas les prédire tout court. Par contre, 10 secondes avant, oui, ce n'est pas de la prédiction, c'est-à-dire qu'on détecte qu'un séisme vient de démarrer et on vous envoie une alerte avant que la secousse, ce qu'on appelle l'onde sismique, arrive là où vous êtes. Et ça peut vous faire gagner une bonne dizaine de secondes d'alerte. C'est ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce et on va les mentionner au cours de cette présentation aujourd'hui. On va toucher beaucoup de sujets qui sont des sujets de recherche actuels sur les tremblements de terre, pour vous donner un peu un goût de la recherche qu'on fait ici à GéoAzur sur le sujet des séismes. Et je vais commencer par le b.a.-ba des séismes. On va commencer simple et on va aller de plus en plus sophistiqué. Voici une carte du monde où chaque point noir est un séisme qui s'est produit dans les derniers 100 ans. Et ce qui est remarquable, au premier coup d'œil, c'est que les séismes ne se produisent pas partout. La carte n'est pas toute noire. Ils sont organisés sur des courbes, des lignes
sur notre planète. On voit par exemple beaucoup qui se concentrent, si on regarde l'Amérique du Sud, sur le bord, la côte ouest du continent. Et sur plusieurs continents, on voit des choses pareilles, aussi au milieu des océans. Ce sont en fait les lignes où rentrent en contact les plaques tectoniques qui divisent la croûte, la partie superficielle de notre planète. Donc les séismes, une analogie, c'est on peut mettre nos mains en contact et pousser d'abord, et après essayer de pousser, mais horizontalement, jusqu'à ce que cette énergie que vous avez mise avec vos bras se libère, parce que la force que vous appliquez sur vos mains vont vaincre à un moment la résistance de frottement de vos mains. Et ce glissement très rapide va se produire. Un séisme, c'est à peu près la même chose. Ce sont les plaques qui poussent les unes contre les autres et sont en contact au niveau de ce qu'on appelle des failles. Ces failles résistent par leur frottement, mais il y a un moment où elles sont vaincues par ces forces et elles glissent de façon très violente. Et c'est un séisme. Ça, ce sont les séismes naturels, mais il y a aussi des séismes qui sont induits par l'activité industrielle, par l'homme. Comment cela peut arriver? Il y a plusieurs activités industrielles dans lesquelles on est amené à injecter de l'eau ou du gaz sous terre. Ou au contraire, on est amené à extraire des liquides ou des gaz de la terre. Et quand on fait ça, on va perturber l'état des forces de la croûte terrestre. Et cela peut perturber des failles et peut réactiver des failles. Et c'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de la faille de San Andreas, de la Californie, qui est l'état le plus sismique des États-Unis. Mais depuis quelques années, c'est le centre des États-Unis, des États comme le Texas, qui sont devenus plus sismiques. Ils ont plus de sismicité que la Californie. Pourquoi? À cause de l'exploitation pétrolière. Il n'y a pas que les industries polluantes qui produisent des séismes. Malheureusement, aussi dans la recherche d'énergie renouvelable, on a induit des séismes. Par exemple, ici en France, à Strasbourg, dans le développement de l'énergie géothermique, on essaye de faire circuler de l'eau. On injecte de l'eau froide dans la terre très profondément, il se réchauffe, la terre la réchauffe et on essaie de récupérer cette chaleur. Et dans ce processus-là, on a induit aussi des séismes. Pareil, à cause du changement, pour combattre le changement climatique aussi, on essaye de capturer le dioxyde de carbone. Et une façon, qu'est-ce qu'on va faire avec? Une façon de faire, c'est de le réinjecter sous la terre. Et cela peut aussi induire des séismes. Donc il n'y a pas que les séismes naturels, il y a aussi les séismes induits qui sont un sujet de recherche actuel. Alors, quand un séisme se produit, ça se produit sur une faille. C'est un plan, une surface de contact entre deux grosses plaques de roche. Les séismes, en général, ils sont confinés dans les 20 km près de la surface de la Terre. Ce glissement va produire des manifestations qu'on va pouvoir observer. Certaines d'elles, on peut les observer même en marchant avec nos yeux. Ça, c'est un exemple d'un mur de faille qui s'est créé lors d'un grand séisme en Nouvelle-Zélande. En quelques secondes, ce mur est apparu. Vous pouvez voir, il y a deux personnes ici qui vous donnent un peu l'échelle. C'est un mur de 2 mètres qui s'est produit en quelques secondes. Donc ça, c'est la manifestation à la surface de la faille. Mais la faille, elle continue en profondeur jusqu'à une bonne vingtaine de kilomètres. Elle a été active jusqu'à une bonne vingtaine de kilomètres pendant le séisme. Quand la faille bouge, elle va générer des ondes sismiques, un peu comme quand on claque les doigts, on va produire un son. Ce son, c'est une onde acoustique. Eh bien, l'onde sismique, c'est l'analogue du son, mais dans le solide, dans la Terre. Et voici une simulation de la Terre. Ça, c'est un modèle. C'est ce qu'on aimerait pouvoir voir un jour, mais la Terre n'est pas transparente. Ce que vous voyez là, c'est
le passage des ondes sismiques à travers notre planète. Et ce que nous ressentons ou nous arrivons à observer, c'est la manifestation de ces ondes sismiques à la surface de la Terre. Donc la déformation, la vibration du sol. Et ce que nous, les sismologues, nous arrivons à mesurer, ce sont ces vibrations du sol. On les appelle des sismogrammes, c'est un peu comme les électrocardiogrammes du cœur. Pareil, ces bips que nous donne la Terre, on va arriver à les mesurer. Et en fait, ils contiennent de l'information importante pour nous. De l'information sur ce qui s'est passé dans la faille pendant le séisme, de l'information de la Terre profonde, tout le trajet qu'ont fait ces ondes, elles vont nous amener de l'information de ce trajet. Et c'est de ces sismogrammes que nous essayons de comprendre le processus des tremblements de terre et la structure interne de notre planète. Alors, je vais vous parler maintenant de qu'est-ce que nous faisons pour mieux observer les séismes. Alors, ce qu'on aimerait voir, c'est ce que je vous montre ici dans une simulation par ordinateur. Alors, dans l'ordinateur, on peut ouvrir la Terre comme on vient de le faire. On peut voir deux choses ici. Une fois qu'on a ouvert la Terre, on peut regarder dans la faille elle-même. Les couleurs que vous voyez ici se balader le long de la faille, c'est la vitesse du glissement de la faille pendant le séisme. Et ce qu'on voit à la surface, ce sont les ondes qui ont été rayonnées par le séisme. Et donc, c'est ce processus-là qu'on aimerait comprendre mieux. Qu'est-ce qui se passe dans la faille? Mais tout ce qu'on a, ce sont des enregistrements à la surface. Il y a un défi aussi dans ce genre d'études, c'est que les séismes sont des sources d'ondes sismiques, sont des sources qui bougent très très rapidement. Je peux vous redonner une analogie avec le son. Donc les ondes acoustiques, si vous cassez un crayon, ça va produire un son. La cassure du crayon, ça se produit dans un tout petit espace. Donc vous pouvez dire que c'est une source, c'était un point. Il y a considérons maintenant une autre source de son, c'est la déchirure d'un papier. Maintenant, cette déchirure, elle s'est propagée, elle s'est baladée depuis la partie supérieure et à travers la feuille de papier. Et tout en se déchirant, ce papier a produit du son. Mais la déchirure elle-même, elle s'est déplacée. Donc c'était une source mobile. De la même façon, les séismes sont des sources mobiles. Et elles se déplacent le long des failles de façon très très rapide, presque aussi rapide que les ondes sismiques, à plusieurs kilomètres par seconde. Et donc ce sont des processus compliqués qui se produisent très rapidement. Et les signaux qu'on enregistre sont compliqués, donc on essaye de les analyser de façon sophistiquée pour en extraire de l'information. Et une façon de faire ressemble un peu à ce que nous faisons de façon très naturelle quand nous essayons de localiser quelqu'un qui parle. Et on est dans le noir. Vous fermez vos yeux et vous essayez de savoir où est cette personne qui parle. Et si cette personne bouge, vous arrivez quand même à distinguer que la personne est en train de bouger. Pourquoi? Parce que l'onde sonore, le son, va arriver, s'il arrive de ma droite, va arriver sur mon oreille droite d'abord que sur mon oreille gauche. Donc il va y avoir une légère différence de temps. Et le cerveau arrive à analyser ces différences de temps pour réaliser que cette source, cette personne qui nous parle, est à droite et pas à gauche. Et si la personne bouge, ces petites différences vont changer et on va réussir à suivre le mouvement de cette source. Donc si on voulait faire ça de façon très 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 précise, comment on ferait? Si c'est une toute petite source qu'on essaye de suivre et qui est en train de bouger très rapidement. Est-ce qu'on va utiliser une oreille plus grande? C'est pas ça en fait. On va essayer d'utiliser un très grand nombre d'oreilles. Et c'est ce que, dans notre domaine, on va appeler une antenne. Une antenne, ça peut être par exemple une antenne de microphone. Vous pouvez mettre un arrangement de plusieurs microphones et les utiliser comme des oreilles pour essayer de faire ça. C'est ce que font les radars, c'est ce que font nos téléphones. En fait, des antennes, on en a partout.
C'est quelque chose de très commun. Et comment on fait des antennes en sismologie? Eh bien, avec des sismomètres, avec des collections énormes de sismomètres installés sur les continents. Donc voilà, on regarde les États-Unis. Chaque cercle dans cette animation à droite, c'est un sismomètre. Il y a une belle centaine de sismomètres là, espacés tous les 100 km à peu près, ou 70 km. Et les couleurs que vous voyez passer, ce sont les ondes sismiques qui sont en train de traverser les États-Unis d'un séisme qui s'est produit très 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 loin des États-Unis et dans le Pacifique. Et si je reviens en arrière, vous allez voir qu'à un moment, ça devient très, très cohérent, très organisé. On voit bien qu'il y a comme une vague qui passe dans une certaine direction. Cette distribution-là qu'on va analyser dans le signal pour mesurer que cette onde est en train de venir, dans ce cas-là, du sud-ouest. Donc on va pouvoir localiser dans quelle direction se trouve la source, le séisme qui a produit cette onde. Et si le séisme se développe et commence à bouger sur sa faille, eh bien, plusieurs ondes vont arriver les unes après les autres avec un léger décalage d'angle, une certaine direction un petit peu différente. Et en faisant ces analyses d'antennes, on va réussir, avec beaucoup de détails, à pouvoir détecter ces changements de direction d'arrivée de l'onde, et on va pouvoir les retracer vers leur source. Là, je prends un autre exemple. Ça, c'est une source qui s'est produite au Japon, le très grand séisme du Japon de 2011. Vous voyez les ondes traverser les États-Unis à droite. Ils ont fait le tour de l'océan pour passer. Et vous voyez que, comparé à l'animation que je vous avais montrée avant, avec le séisme qui s'était produit au sud, au Pacifique, la direction d'arrivée des ondes est complètement différente maintenant. Elle vient plutôt du nord-ouest. Et ce que je montre à gauche, c'est la carte du Japon. Vous voyez la côte japonaise. Et ces couleurs qui bougent en mer, c'est en fait la source du séisme pendant 2 minutes, représentées là. Vous voyez les secondes passer dans la partie supérieure de l'animation. 3 minutes en fait. Et vous voyez que pendant ces 3 minutes, cette source a bougé beaucoup sur cette faille qui se trouve en mer en face du Japon. Donc ça, c'est une des méthodes que nous avons développées depuis une bonne dizaine d'années pour mieux comprendre, mieux imager les ruptures des séismes, mieux imager cette déchirure de la faille. Et avec ça, ça nous a permis de faire beaucoup de découvertes sur les séismes. Et quelque chose que nous développons depuis plus récemment, disons à peu près 5 ans, depuis que je suis arrivé ici à GeoAzur, c'est une nouvelle méthode pour réussir à mesurer les séismes en mer. Donc, si vous avez remarqué, ce que je vous avais montré avant, c'était depuis les États-Unis, on va regarder le Japon. C'est à plusieurs milliers de kilomètres. Alors, si je veux regarder le séisme avec plus de détails, il faut que je me place beaucoup plus près du séisme. Voici le Japon, encore une fois. Imaginons que cette partie-là en mer qui a glissé, qui était activée pendant le séisme. Les grands séismes, ils sont surtout en mer, à 100-200 km de la côte. C'est là où ils démarrent, mais ils se rapprochent de la côte au fur et à mesure qu'ils deviennent grands. Nos sismomètres, la plupart, la grande majorité, sont à terre. Parce que c'est très difficile de poser un sismomètre en fond de mer et de le relier par câble jusqu'à la Terre de façon permanente pour avoir ces données de façon permanente. Au Japon, ça a été fait. Ils ont déployé des câbles en mer avec plusieurs sismomètres. Et donc, bien sûr, c'est un pays riche où il y a beaucoup de grands tremblements de terre. Donc, pour eux, c'est un enjeu vital. Ils ont investi plus de 500 millions d'euros pour construire ce système. Ce n'est pas quelque chose que tous les pays peuvent se permettre, et en particulier pas mon pays d'origine, le Pérou. Donc, on va essayer de s'appuyer sur des infrastructures existantes. Qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure dans la mer
dans les océans déjà aujourd'hui. Depuis plusieurs années, il y a des câbles qui traversent la mer, les océans. Ces câbles, dans leur cœur, il y a des fibres optiques qui transmettent de l'information, et c'est ça qui est au cœur de l'Internet. C'est ça qui nous a permis d'aller dans l'ère digitale. Et donc ces câbles, ça serait génial si on pouvait les utiliser d'une certaine façon pour aller instrumenter le fond des mers. Alors bien sûr, on ne peut pas aller brancher un sismomètre sur ces câbles. Ces câbles sont très protégés, ils servent pour la télécommunication. Par contre, depuis quelques années, on a trouvé une façon de transformer ces câbles en capteurs eux-mêmes. C'est-à-dire sans aller brancher un sismomètre sur le câble. C'est le câble même qui va nous dire comment il est en train de se déformer quand un séisme se produit près du câble. Alors, le principe de cette méthode, c'est que le câble de fibre optique, en fait, il n'est pas parfait. Il a plein de petits défauts sur la fibre. Et quand on envoie un pulse de laser, un pulse de lumière sur le câble, une partie de cette lumière-là va être réfléchie par ces défauts. Et on peut l'enregistrer. Et si le câble se déforme, eh ben, on va voir que ce signal réfléchi va aussi se transformer, va changer. Et de ces changements-là, on peut extraire en fait cette information de comment se déforme le câble à chaque mètre en fait, du câble, sur des distances de jusqu'à 150 km. Donc pourquoi c'est passé là ? On peut transformer un câble de fibre optique en mer en un réseau sismologique super dense de 30 000, l'équivalent de 30 000 sismomètres, un tous les 10 mètres jusqu'à 150 km de la côte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mesure acoustique distribuée. Et actuellement, on a des grands projets. On est en train de le faire dans un pays qui est très sismique, le Chili. C'est juste au sud du Pérou, où on nous a donné accès à ce type de câble de télécommunication pour faire de la sismologie. Ici à Nice aussi, il y a des câbles de fibre optique un peu partout dans le monde et on peut les utiliser. Et voici un exemple où on a fait cette mesure sur un câble fibre optique à Nice. Et ce que vous voyez là, ces perturbations en couleur, c'est en fait les perturbations du câble fibre optique dues au trafic routier autour de Nice. Donc ça a donné l'idée à certains de mes collègues de faire une start-up pour utiliser ces câbles-là pour le contrôle, le suivi du trafic urbain. Alors s'il n'y a pas que la sismologie qui en bénéficie, il y a aussi d'autres applications. Je voulais vous parler aussi des nouveaux types de signaux que nous avons découverts récemment, que nous sommes en train d'exploiter pour mieux comprendre les séismes, pour faire des alertes encore plus rapidement. Alors, un système d'alerte précoce sismique, de façon conventionnelle, ça travaille comme ceci. Près d'une faille, nous avons des sismomètres. Dès que la faille commence à bouger, dès que le séisme démarre, les premières ondes vont arriver sur nos sismomètres. On va les analyser automatiquement, très rapidement, pour détecter qu'un séisme vient de démarrer, pour essayer d'estimer quelle est la taille de ces séismes et d'envoyer un message jusqu'aux villes, jusqu'aux zones peuplées. Alors si ce séisme-là se produit en mer, malheureusement, le premier sismomètre qu'on a à terre, il est sur la côte. Et si notre ville elle est aussi sur la côte, en fait, on ne va pas pouvoir donner beaucoup de temps d'alerte parce que le sismomètre et la ville sont au même endroit. Alors, comment on pourrait faire ? On aimerait avoir un signal, pouvoir mesurer un signal qui se propage beaucoup plus rapidement que les ondes sismiques pour pouvoir l'analyser et envoyer cette alerte avant que les ondes sismiques n'arrivent. Imaginons qu'on avait un signal qui se propage à la vitesse de la lumière. Malheureusement, les séismes, ils ne produisent pas de lumière, donc on peut pas, c'est pas de la lumière qu'on va pouvoir mesurer à partir d'un séisme. Par contre,
on va voir qu'il y a un autre signal intéressant. Mais pour revenir à cette analogie de la lumière, il est intéressant pour vous faire comprendre l'enjeu. Imaginez que vous êtes très sensible ou très ennuyé par le tonnerre de la foudre. Alors heureusement, la foudre aussi produit l'éclair de lumière, et c'est ça que vous voyez d'abord. Pourquoi? Parce que la lumière se propage à la vitesse de la lumière, alors que le son qui vous ennuie, il va arriver plus tard, parce qu'il se propage beaucoup plus lentement que la lumière. Et donc pareil, pour les séismes, si on pouvait capturer un signal, mesurer un signal qui se propage plus vite que les ondes sismiques, on pourrait avoir ces alertes. Vous voyez bien que quand vous voyez la lumière de la foudre, vous savez que bon, il va se passer quand même un petit moment jusqu'à ce que le son arrive jusqu'à vos oreilles. Alors quel va être ce signal? Les failles, comme on l'a vu dans cette photo à droite, elles déplacent, les tremblements de terre déplacent des quantités, des masses de roches énormes. Et tout déplacement de masse, en fait, perturbe, change le champ gravitationnel autour de nous. Bien sûr, si c'est une petite masse, ce changement du champ gravitationnel va être tellement infime qu'on ne va jamais réussir à le mesurer. Mais un séisme, bon, c'est quand même quelque chose de très massif. Donc il va produire ce signal, ce changement de gravité. Et en fait, la gravité, elle se propage à la vitesse de la lumière. Donc c'est potentiellement quelque chose qu'on pourrait mesurer. En fait, quand on a commencé à réfléchir à ça, on l'a plutôt imaginé de façon théorique. On a gratté un peu des équations pour essayer de voir quelle serait l'amplitude de ce signal. Est-ce qu'on arrivera un jour à le mesurer? Et on a vu que oui, pour des très grands séismes, oui, il faudrait essayer. Et on a essayé. Hop. Avec le très grand séisme du Japon de 2011. Et on les a trouvés, ces signaux. Je ne vais pas aller en détail sur les sismogrammes à droite, mais c'est ça. Ce sont des signaux de gravité qu'on a réussi à voir même avant que les ondes sismiques arrivent sur nos sismomètres. Et ce sont ces mêmes sismomètres qui ont pu enregistrer ces signaux de gravité. Donc ils existent, on arrive à les mesurer, on arrive à les modéliser aussi. Et on a réalisé que leur forme, leur taille dépend aussi de la taille du séisme. Donc on peut les utiliser pour essayer d'estimer la taille d'un séisme très rapidement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis. Nous avons développé des méthodes aidées par l'intelligence artificielle aussi, pour pouvoir extraire ce tout petit signal de nos sismogrammes pour en faire une alerte la plus rapide possible. Et donc ce sont des méthodes que nous sommes en train d'implémenter actuellement au Pérou, d'abord. Et donc voilà, ça c'est un exemple de comment on peut imaginer un phénomène, formuler des équations mathématiques pour essayer de le conceptualiser, de le modéliser, après le trouver dans les données et confirmer qu'il existe, et même aller au-delà, d'en faire une application qui peut avoir un bénéfice pour la société. Nous faisons aussi beaucoup de progrès dans les développements théoriques de notre compréhension des tremblements de terre. Alors ça, si je reviens vers cette animation ici, et je vais l'arrêter pour parler ici d'un détail qui est important. Donc encore une fois, on a ouvert la Terre pour regarder dans la faille. Donc la profondeur totale de cette faille, elle est une vingtaine de kilomètres, et en longueur, elle a peut-être une centaine de kilomètres. J'ai arrêté l'animation quelques secondes après que le séisme a démarré, pour qu'on voit que la zone active de la faille, à ce moment-là, elle est presque circulaire. Okay. On va avancer un petit peu plus. Oups, pardon. On
va avancer un peu plus, et le cercle commence à se déformer. Pourquoi ? À un moment, cette zone active de la faille, qui est au centre de la faille, va arriver à la surface de la Terre. Et le séisme, il ne va pas continuer dans l'air. Le séisme, il casse la roche. Il ne peut pas non plus continuer à se propager vers le bas. Et là, pourquoi ? Parce que la roche est en fait plus chaude en profondeur. Et elle se comporte plutôt comme du miel que comme du verre. On dit qu'elle n'est plus fragile, donc elle ne peut plus produire du séisme à plus d'une vingtaine de kilomètres de profondeur. Donc à partir de ce moment-là, le séisme, il ne peut plus se propager vers le haut ni vers le bas, donc il ne peut que se propager horizontalement vers les côtés. Alors ça, c'est important. Les très grands séismes, ils ont des ruptures qui sont très allongées, horizontalement, plutôt que verticalement. Un exemple ici, à gauche. Sur une carte, on a représenté ici en couleur la partie de la faille qui a bougé pendant le très grand séisme de 2004 en Indonésie, celui qui a produit un tsunami qui a causé 200 000 fatalités. Alors vous voyez bien que c'est une source très allongée, c'est presque 2000 km de sud à nord, alors que dans l'autre direction, c'est une épaisseur de à peu près 100-200 km. Donc 10 fois plus long que large. Et ça, c'est typique pour les très grands séismes. Ils développent des ruptures qui sont très allongées. Et il se trouve que toutes les théories qu'on avait avant étaient développées pour des ruptures circulaires. Et on s'est rendu compte que ça changeait quand même beaucoup à la dynamique des tremblements de terre quand on commençait à prendre en compte cet effet géométrique tellement basique qui est que ces ruptures doivent être allongées. Nous savions avant, déjà depuis plusieurs années, on travaille sur comment simuler par ordinateur des grands séismes. Donc voilà un exemple. À gauche, vous voyez dans la carte, tous ces courbes rouges, ce sont des morceaux de faille qui ont cassé pendant un grand séisme en Nouvelle-Zélande en 2016. C'est pour vous montrer que pendant un séisme, il peut y avoir de nombreuses failles qui sont activées, pas seulement une. Et à droite, l'animation vous montre comme si la Terre était transparente. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce modèle-là, dans ces failles-là, pendant le séisme. Donc les couleurs qui se baladent sur ces failles-là, c'est justement le glissement qui s'est produit pendant le séisme. Alors ce genre de simulation, ça nous met beaucoup de temps à les mettre en place et même on doit faire tourner de très grands ordinateurs, de très grands calculateurs pour pouvoir produire ce genre de résultats. Donc c'est très cher, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Alors on a très envie de aussi avoir des modèles un peu plus simples ou des équations un peu plus simples qui nous aident à comprendre de façon plus rapide cette dynamique des grands tremblements de terre. Et donc c'est ça qu'on a développé il y a quelques années. Alors je ne vais pas vous parler du détail de ce qui est montré ici. Il y a une équation dans cette page. C'est juste pour dire que l'une des choses qu'on aime beaucoup faire dans notre équipe, c'est aussi juste s'asseoir sur un bureau avec un crayon et un papier et essayer de résoudre des équations mathématiques qui vont après nous donner une vision profonde d'un problème ou d'un modèle. Et donc c'est ce qu'on a réussi à faire pour ces failles, ces ruptures très très allongées. Avoir une équation qui nous aide à, on peut le dire comme ça, à prédire ou à modéliser quand est-ce que ce séisme va s'arrêter ou à quelle vitesse il va se propager. Et donc ce sont des théories qui non seulement nous aident à faire du progrès dans notre compréhension du phénomène, mais aussi on peut les utiliser pour les appliquer à des problèmes réels qui, dans cet exemple-là, ce sont justement des séismes induits par l'homme. Alors, aux Pays-Bas,
Ma femme est néerlandaise, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de cet exemple-là, et on a travaillé beaucoup sur cet exemple-là. Il y a un champ de gaz qui s'appelle le champ de gaz de Groningen. En néerlandais, on dit Groningen. C'est le plus grand champ de gaz en Europe. Et il est exploité depuis les années 60. Et il y a une dizaine d'années, il a commencé à produire un peu trop de séismes. Et les gens ont commencé à les sentir. Ils n'étaient pas énormes, magnitude 3 à 3,5. Mais comme les villages et les villes autour de ce champ de gaz n'étaient pas du tout habitués au séisme, il n'y avait pas de séisme avant. Et ben ça les a choqués. Tant qu'ils ont dû arrêter la production de gaz dans ce champ de gaz, qui est un champ de gaz énorme, qui produisait la plus grande partie de l'énergie pour les Pays-Bas. Donc malgré ça, malgré son importance économique, ils ont arrêté l'exploitation de ce champ de gaz à cause de la sismicité qu'il est en train de produire. Et donc, on nous a invités à travailler sur ce champ de gaz, essayer de comprendre quelle serait la plus grosse taille de séisme qui pourrait se produire dans ce champ de gaz. La figure à droite vous montre, comme si la Terre était transparente, vous montre toutes les failles qui se trouvent dans ce champ de gaz. Alors la taille de cette figure, c'est à peu près 5 km, ou une dizaine de kilomètres par une dizaine de kilomètres. Et vous avez au moins 3000 failles là qui peuvent se réactiver à cause de l'exploitation du gaz. Et voilà, donc on a utilisé ces théories dont j'ai parlé avant pour justement pouvoir analyser ce problème-là. On n'aurait pas pu faire ça avec les autres méthodes de modélisation qu'on a parce qu'elles sont trop chères. Et ici, on doit étudier 3000 failles. Pour chaque faille, on doit faire une centaine de scénarios différents, de possibilités qu'on doit analyser. Donc c'est grâce à ces équations qui sont plus simples et qui sont très rapides à résoudre qu'on peut attaquer des problèmes de cette taille-là. Alors, je vous ai parlé déjà de comment on est en train de faire pour mieux observer les séismes, des nouveaux signaux qu'on a observés récemment, des nouvelles théories qu'on développe. Essayons de nous projeter vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on aimerait faire dans les années qui viennent? Donc, un des sujets que nous développons, et en fait, il a à voir avec un séisme qui s'est produit en France. En 2019, en Ardèche, près de Montélimar, près d'un village qui s'appelle Le Teil, s'est produit un séisme de magnitude 5. Il a provoqué des dégâts dans la ville du Teil. Il a été ressenti dans une grande partie de la région. La carte à droite, elle vous montre en couleur un peu l'intensité, c'est-à-dire comment les gens ont ressenti la secousse de ce séisme. Et vous voyez que jusqu'à Marseille, jusqu'à Montpellier, on a senti le séisme. La carte à gauche vous montre en couleur le niveau de sismicité en France. Vous reconnaissez Nice, nous on est dans la partie un peu plus rouge de cette carte-là, qui correspond à la sismicité moyenne. Le Teil, c'était dans la partie orange de la carte, sismicité modérée. Les gens n'avaient pas mémoire de séisme dans cette ville-là. Et ça s'est produit d'un jour à l'autre, un séisme de magnitude 5 qui a causé des dégâts. Alors grâce aux images satellitaires, on a pu déduire qu'est-ce qui s'est produit pendant ce séisme, où était la faille qui a bougé pendant ce séisme. Alors dans cette carte à gauche, vous voyez la ville du Teil. Cette courbe rouge ici vous montre la partie de la faille qui a bougé pendant le séisme. C'est à peu près 4 km de faille qui s'est déplacée, on a pu observer de quelques centimètres à la surface. Cette faille-là, elle continue vers le nord et vers le sud. Et en fait, il y a plusieurs autres failles autour, un peu orientées dans la même direction. Mais c'est seulement ce bout de faille-là qui a cassé pendant ce séisme.
grâce aux données satellitaires, on a pu aussi déduire ce qui s'est passé en profondeur. Et ça, c'est les couleurs que je vous montre là. Donc cette faille, elle plonge vers l'est. Et les couleurs là, elles vous montrent de combien il a glissé pendant le séisme. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, la partie qui a glissé n'est pas très profonde. Donc ces deux patates rougeâtres, elles descendent jusqu'à une profondeur pas plus de 2 km, très superficielle. Très superficielle par rapport au séisme usuel. Les séismes usuels, ils démarrent à 5-10 km de profondeur. Ils plongent jusqu'à une vingtaine de kilomètres de profondeur. Pour un magnitude 5, c'était vraiment une première, de voir qu'un magnitude 5 pouvait se produire si près de la surface, et même qu'on pouvait observer comment il avait fait bouger la faille en surface sur 4 km. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que juste au-dessus de la faille, juste au-dessus de la zone de l'épicentre, il y a une très grande carrière. C'est une carrière qui... c'est une carrière historique du groupe Lafarge. C'est elle qui a produit le ciment pour construire le canal de Suez. Donc ça fait 200 ans qu'elle est active. Il y a beaucoup de masse de roches qui a été prélevée de cette carrière pendant ces 200 ans. Alors qu'est-ce qui se passe quand on enlève des grandes masses de roches de la surface de la Terre? Eh bien, on va perturber un peu l'état de contrainte, les forces sur la faille. S'il se trouve qu'il y a une faille vraiment près de cet endroit, eh ben, on va perturber les forces sur la faille et on peut la induire à glisser. Et donc c'est une possibilité que plusieurs personnes et chercheurs, une question qui s'est posée, et le CNRS nous a mandaté pour étudier cette question. Donc en un mois, on devait tous s'activer, rechercher cette question et écrire un rapport sur ça. Et ça a été donc très intéressant en fait, de pouvoir étudier ce séisme. Ce que nous avons trouvé, c'est que en fait, oui, les perturbations de contraintes, donc les forces qui ont été produites par les 200 ans d'activité sur cette carrière, peuvent avoir favorisé le glissement, la réactivation de cette faille. Donc c'est une possibilité. Et pourquoi cette question est importante? Est-ce que ça peut se produire ailleurs? C'est ça la grosse question. Comme je vous disais, ces failles-là, elles continuent et vers le nord, elles se prolongent. Et il y a des failles sur le prolongement qui arrivent très près de centrales nucléaires, comme par exemple la centrale nucléaire de Cruas. Donc voici la centrale nucléaire. Et qu'est-ce que vous voyez ici à gauche? Il y a une autre carrière. Et il se trouve que cette grosse carrière, vous la voyez ici, dans la photo, derrière la centrale nucléaire. Elle se trouve aussi au-dessus d'une autre faille qui est très superficielle. Et pareil, on a fait nos calculs et on a vu que si cette faille-là pend dans cette direction-là, cette carrière-là, elle a pu induire des efforts qui vont dans le sens de réactiver la faille. Est-ce que ça va arriver ou pas? Ça, on ne peut pas le dire. Mais c'est ça qui motive donc, beaucoup de questions et de recherches sur ces questions-là. Alors, est-ce que ça peut arriver plus près de chez nous? Ça, c'est aussi une grosse question. Je n'ai pas de réponse, mais je vais vous montrer un essaim de séisme qui s'est produit il y a une bonne dizaine d'années. Un essaim de séisme, c'est un petit groupe de séismes qui se produit sur quelques jours ou quelques semaines. Petit, pas très grand. Ouais, peut-être le plus grand, il avait une magnitude 3, il a été peut-être ressenti, mais bon, après 1 ou 2 semaines, tout ça s'est estompé, ça a disparu. La carte à droite vous montre les cercles gris, ce sont là où se sont produits ces séismes-là. Nice est un peu dans le coin en bas à gauche de la figure. Et ce sont aussi des séismes très superficiels, moins de 2 km de profondeur, ce qui est remarquable. Et quand on superpose la localisation de ces séismes, donc ici ce sont les cercles en couleur,
avec les carrières qu'il y a dans la région, on voit qu'il y a les carrières, elles sont montrées, leur contour est montré en rose. Vous voyez qu'il y a quand même des carrières pas loin, ou justement là où se sont produits ces séismes. Alors, une coïncidence n'est pas une causalité, mais ça ouvre des questions qui sont intéressantes et importantes à étudier. Alors, revenons en Ardèche, au Teil. Le fait que ce séisme soit tellement superficiel, en fait, ça ouvre une opportunité énorme pour nous. Comme je vous disais, les séismes, en général, ils se produisent à de très grandes profondeurs, de 5 à 10 km, à 20 km de profondeur. Et tout ce qu'on arrive à voir du séisme, c'est à la surface. Si on pouvait creuser sur la faille, oui, on pourrait voir directement ce qui se passe dans la faille pendant un séisme. Mais c'est très très cher et on ne sait pas en fait creuser jusqu'à une dizaine ou une vingtaine de kilomètres. Par contre, le séisme du Teil, son hypocentre, il était à seulement 1 km de profondeur. Là, c'est faisable. Même avec le type de financement qui peuvent être faits pour des projets scientifiques, c'est faisable. Et donc, ça donne une opportunité d'aller creuser sur la faille d'un séisme qui s'est produit récemment et de voir cette faille, de la toucher presque. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Nous avons fait quelques forages de pilotes, disons, de tests, très superficiels, seulement une vingtaine de mètres de profondeur, pour aller traverser la faille, pour aller retirer des morceaux de roche de cette faille-là. Là, vous voyez mon collègue à droite qui tient ce qu'on appelle des carottes. Ce sont des morceaux de faille qui ont été extraits de ce forage qui est fait avec cette machine foreuse que vous voyez au centre. Il fait beaucoup de bruit, il fait beaucoup de poussière, mais elle nous amène beaucoup d'informations. Une fois qu'on a fait le forage, on peut aller aussi mettre une caméra dans le forage. On peut mettre plein d'appareils de mesure géophysique pour essayer de caractériser la structure de cette faille. Ce que vous voyez là, dans cette vue de caméra du forage, vous voyez cette bande blanche qui fait le tour un peu du forage. Ça, c'est une fracture qui traverse le forage. Donc elle fait partie de la faille, de la zone de faille. Vous voyez aussi de l'eau qui gicle à gauche. C'est de l'eau qui voyage par ces fractures qui composent la faille. Donc on peut voir la faille, on peut la mesurer, on peut mesurer comment l'eau est transportée dans cette faille, on peut faire plein de choses. Et c'est ça où on aimerait aller. Ça, c'est un petit forage de 20 mètres. Là, dans quelques mois, on va aller un peu plus loin, une centaine de mètres, et comme ça, petit à petit, on aimerait arriver jusqu'au kilomètre, qui est la profondeur de l'hypocentre. Et avec ces échantillons de roches, on peut les amener au laboratoire, on peut les analyser, on peut les torturer dans tous les sens pour essayer de reproduire comment ce séisme a glissé, comment cette faille peut reglisser dans le futur ou pas. Donc voilà. Donc on arrive à la fin. Je vous ai montré quand même un éventail de choses qu'on fait en recherche à Jeux Azur sur les tremblements de terre, sur les séismes, comment les observer, comment les modéliser. Il y a une partie du titre, comment les maîtriser, dont je n'ai pas parlé beaucoup, mais ça a à voir surtout avec ces séismes induits. Les maîtriser, c'est contrôler ce risque-là. Si on veut continuer à développer des énergies propres comme l'énergie géothermique, on doit apprendre à contrôler ces séismes, à ne pas produire des séismes qui sont trop grands. Donc voilà, il y a beaucoup de recherches qui va dans ce sens-là. Et même un jour, le jour où on apprendra à les contrôler, mais peut-être on aimera aussi en déclencher un pour la science, peut-être dans un endroit très lointain, très loin de tout le monde. Pas au Teil, ou si, au Teil. Si je vous disais que je veux déclencher un petit séisme au Teil, qu'est-ce que vous diriez? Voilà, c'est nos rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul. Et si vous aviez des questions, je peux faire passer le micro dans la salle.
Bonjour et merci pour ces exposés. J'ai une question un peu technique et je ne sais pas si vous pourrez y répondre. J'ai été étonné d'apprendre que vous utilisiez les câbles fibre optique comme mesureur de déformation, de la même manière que je suis étonné par la variation du champ de gravitation lors d'un séisme. Et ma question, elle est toute simple, c'est comment vous calibrez les mesures que vous faites? Alors, pour les mesures de gravité, pour le moment, nous utilisons des sismomètres qui sont des appareils qui ont beaucoup d'histoire, donc qui sont très bien calibrés. Ce qu'on aimerait faire, par contre, c'est pour les signaux de gravité. Comme ils sont tellement petits, on aimerait développer de nouveaux instruments pour mieux les mesurer. Pour la fibre optique, là, c'est plus compliqué, parce qu'on ne contrôle pas tout. Les sismomètres, c'est nous qui les construisons, c'est nous qui les posons. La fibre optique, elle a été posée par une compagnie de télécommunications. Ils ont construit la fibre optique de sorte à qu'elle ne casse pas. Donc de la rendre très résistante au mouvement, en fait. Et malgré ça, on arrive à mesurer du mouvement. Et c'est vrai que là se pose la question de la calibration. Pour la calibrer, c'est-à-dire pour savoir exactement ce qu'on est en train de mesurer, on utilise des signaux qui sont assez bien connus ou mieux connus. Par exemple, le signal d'un séisme très lointain. On s'attend à que ce signal soit le même le long d'une dizaine de kilomètres de la fibre. Et donc, si on voit qu'il y a des parties de fibre qui répondent moins que d'autres, ça nous donne déjà une information que cette partie du câble est peut-être pas bien enterrée, peut-être cette partie du câble est juste suspendue dans l'eau, donc elle ne répond pas aux vibrations. Donc pour le moment, ça reste assez empirique. On peut faire ces calibrations en laboratoire, mais une fois que c'est posé en mer, il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on ne contrôle pas. Oui, donc moi j'ai travaillé à GeoAzur, mais pas comme chercheur. Et je me souviens qu'on installait des réseaux d'Ocean Bottom Seismometer. Est-ce qu'on continue à faire ça? Je me souviens qu'il y avait on mettait des piles dedans. Il fallait que les piles soient très récentes pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Oui, c'est une des grandes expertises du laboratoire GeoAzur, c'est justement le développement des sismomètres de fond de mer. Ce qui est fait actuellement, c'est aussi des sismomètres qui dérivent, qui sont un peu plus mobiles. Donc ils dérivent, on peut sous commande les faire plonger et se poser en fond de mer et après remonter. Alors pour le type de recherche que moi je fais, comme je m'intéresse à faire cette analyse très rapidement, j'ai besoin d'avoir accès aux données de façon instantanée. Alors pour un sismomètre en fond de mer, qui n'est pas relié par un câble à la Terre, on n'a pas accès à la donnée. Il faut attendre 6 mois, 1 an, d'aller récupérer le sismomètre, récupérer le disque et analyser. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de développer de la sismologie sur les câbles de fibre optique. Moi j'avais 2 questions, celle qui suit, celle d'un précédent auditeur. Pour les mesures du signal gravitationnel, j'aurais pensé des gravimètres absolus, qui sont pourtant très précis. Ils sont très précis, mais leur mesure, ce qu'ils mesurent, c'est essentiellement la même chose que mesure le sismomètre, c'est-à-dire l'accélération. Soit accélération du sol, soit le changement de l'accélération de gravité. Donc, mais c'est vrai que la première donnée qu'on a regardée, c'était celle d'un sismomètre supraconducteur dans un forage à 500 mètres de profondeur au Japon. Et après, on s'est rendu compte que les sismomètres qui étaient autour avaient un signal d'aussi bonne qualité que le gravimètre à ces périodes-là. Quand vous regardez le signal à des périodes de plusieurs heures, de plusieurs journées, là, le gravimètre a plus de stabilité que le sismomètre. Puis moi, j'avais une deuxième question, qui c'était un souvenir d'il y a 10-15 ans.
ces géophysiciens grecs qui remesuraient les potentiels, autant je me rappelle, les potentiels électriques. C'était un artefact ou où il y avait encore des choses à gratter? Ah, ça c'est... Il y a beaucoup de débats. Je ne suis jamais plongé dans ce débat, mais disons que les sismologues français que j'ai côtoyés, ils étaient très critiques de ces observations électromagnétiques. Il existe des phénomènes électromagnétiques qui peuvent être induits par les phénomènes dans les roches. Ça, c'est indéniable, on peut les voir en laboratoire. La question, c'est est-ce que ça se produit à l'échelle d'une faille naturelle? Est-ce que vraiment les séismes arrivent à prédire des précurseurs? Et ça fait partie des choses qu'on continue à essayer de regarder. On essaye de poursuivre beaucoup de pistes pour essayer de trouver quel est le précurseur qui va nous servir à pouvoir donner une alerte 1 heure ou 1 jour avant un séisme. Pour le moment, on ne l'a pas trouvé. Oui, dans les images qu'on voyait sur le Japon, on voyait que l'épicentre, il y avait des épicentres où ça tournait, ça tournoyait. Ah oui, la figure d'image. Comment ça se fait que ça bouge autant? Alors, cette image-là, il faut voir que tout ça se produit en 3 minutes. C'est comme l'analogie de la déchirure du papier. La pointe de la déchirure est en train de traverser le papier. Donc pareil, pour un séisme, la pointe de ce front de rupture du séisme est en train de se propager sur la faille. Et c'est ça qu'on essaye de suivre grâce à nos signaux enregistrés par les sismomètres. Et la figure donc à gauche, les parties les plus chaudes de chaque image vous montrent où se trouvait la partie la plus active de la faille à chaque seconde. Voilà. Et du coup, quel est l'ordre de grandeur de la vitesse de propagation de cette déchirure par rapport aux ondes P, aux ondes S, par exemple? Le plus commun, c'est très proche de la vitesse des ondes S, mais en dessous, disons 80%, 90% de la vitesse des ondes S. D'accord. Mais il y a des exceptions. Il y a des séismes qu'on appelle des séismes intersoniques qui se propagent à la vitesse entre la vitesse des ondes S et la vitesse des ondes P. C'est grâce à ces méthodes-là qu'on a pu vraiment analyser ces séismes supersoniques à l'échelle d'une 20aine d'années sur toute la Terre. Et dans quel contexte, justement, ils se produisent? Subduction Est-ce qu'on a pu les catégoriser par rapport au type de mouvement des plaques? Oui, ils se produisent plutôt dans des failles décrochantes comme la faille de San Andreas, comme les failles en Turquie, pas en subduction. Ça, et on comprend pourquoi. Par contre, pourquoi ça se produit dans certaines failles et pas dans d'autres, même parmi les failles décrochantes, ça, il y a encore beaucoup d'idées et nous travaillons sur beaucoup d'idées pour essayer de l'expliquer. Oui, le risque le plus probable à Nice peut venir de la mer, je dirais. Il y a des failles en mer qui ont glissé déjà dans le passé. En 1886, c'est le dernier grand séisme dans la région. C'était un séisme qui s'est produit en mer Ligure sur des failles qui se prolongent. Il s'est produit du côté italien, mais très près de la frontière. Il y a eu des dégâts, il y a eu des décès. Il y a eu un tsunami qui, heureusement, n'était pas très haut et qui n'a pas eu il n'y a pas eu de mort à cause du tsunami. Mais ce même séisme, qui était à magnitude 7,5 à peu près, il pourrait se produire de la même façon, plus près de chez nous. Donc ce sont des possibilités, oui. Je peux parler en anglais? Yes, you can, of course. There was a page before, it was the map with a red line. No, not that one. From New Zealand? Or? Wait, keep going. Oh, sorry. I'm going through all of them, so you tell me if you see it. This map has red lines? No? I think it's the New Zealand one. Probably. This one? Yeah, no,
It was No? Ah. the other one. It was just it looks like just like that. I'm going backward. You tell me when to stop. This one? This has a red line. No? I think it's the one from the earthquake that happened in France. Ah, okay. So that's close to the end then. I think that's what you're talking about. Maybe. This one has a red line. No? It was This that one. that Yes. Yes, there's red lines everywhere, sorry. So the red line. What? So it's an earthquake, right? That's what we call the trace of the fault at the surface. Remember that picture, that photo I showed from New Zealand with a wall? A rock wall. Where is it? This one. Okay? Yeah. That's a fault at the surface right after an earthquake. Yeah. This one is from a very big earthquake. So this wall is like 2 meters. From the earthquake in France, because it was a smaller magnitude, only magnitude 5, the wall was not a wall, was a little step of a few centimeters. And my question is, who made it? Who made it? Like, The earth is- made it. So Or the who hurricane found it? happened. So the earthquake made it. The earthquake created that little step on the ground, I thought just who like in made New it. Zealand. And the way we found out about it first was by looking at the images that came from the satellites. The satellites, what they do is that they take an image every week or so. So you take the image before and the image afterwards, and you look at the difference. From the difference between those two images, you can see that part of the Earth has moved. And that gave us clues. Where to go? Our geologists went to the field and started looking for where do they see these steps on the ground. And we saw it on the road, we could see this little step of a few centimeters. And we had to go very quickly because afterwards comes the rain, come a lot of perturbations that erase that centimeter of movement. Got it. Yeah. Thanks. On est terre à terre. Mhm. 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 De Ligure? Justement exploiter, enfin, créer des carrières Oui. pour, voilà, pour le lithium. Ah. Alors, Mhm. ma question, très terre à terre, Mhm. toutes vos études, je trouve ça passionnant. Mais jusqu'à, comment dire, est-ce que vous avez la possibilité de dire tout ce que vous trouvez? Mhm. Est-ce que vous auriez un jour la possibilité de dire stop, vous n'avez plus le droit de faire quoi que ce soit? Ou vraiment, là je rêve. Oui, ben, nous aimerions avoir des réponses à ce genre de questions au point où on peut donner conseil, par exemple, à une ville pour prendre action. Sur certaines questions, on arrive à donner des réponses de ce type-là. Et c'est grâce à ça que, par exemple, on arrive à construire ce système d'alerte précoce au Pérou. Donc c'est des progrès dans la science et la technologie qui, à la fin, se traduisent sur un outil qui aide la population. Certaines questions sont beaucoup plus difficiles. Par exemple, la question des carrières. Est-ce que toutes les carrières près de toutes les centrales nucléaires de France sont un danger ou pas? Est-ce que toutes les failles sont un danger ou pas?
Pour les failles, ce sont des choses qu'on arrive à étudier. On arrive à creuser les failles et voir si elles ont été actives récemment ou sinon, si ce sont des failles qui sont déjà mortes, qui ne risquent pas de se réactiver. Donc voilà, il y a toute une gamme de questions qu'on peut se poser, dont certaines ont des réponses qu'on va pouvoir trouver bientôt. Certaines questions, elles sont très dures, comme par exemple la prédiction des séismes. Est-ce qu'on va prédire un jour un séisme? On ne le sait pas. On ne sait même pas s'ils sont prédisibles fondamentalement. Merci à tout le monde.